Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis des professions de santé, deuxième année. Bienvenue dans cet espace unique de débat télévisé. La chirurgie cardiaque française est une des plus brillantes au monde et notre invité du jour, le professeur Jean-Noël Fabiani, en est un exemple éclatant. Ancien chef de service du prestigieux service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Pompidou à Paris. Il ne compte plus les greffes, les premières comme le cœur artificiel, mais aussi des milliers de pontages et autres interventions sous sa direction. Mais que serait cette chirurgie sans la chaîne des professions de santé ? Il s'agit de convaincre le patient de devenir acteur de sa propre santé, à l'hôpital, dans des centres de rééducation et bien entendu dans la vraie vie, à la maison, là où le patron est le médecin généraliste qui doit coordonner les soins d'après, infirmier, kiné, coach ou assistante sociale. Et le représentant aujourd'hui sur ce plateau est le professeur Paul Frappé, qui est certes généraliste à Saint-Étienne, mais aussi le nouveau président du Collège de la médecine générale. Pour compléter ce plateau prestigieux, mon co-animateur, vous le connaissez bien, le docteur Nicolas Leblanc, médecin de santé publique, le représentant de notre partenaire, le groupe Vive. Alors, médecin de santé publique, Nicolas, vous avez peut-être un sujet qui borde la santé publique, mais... Oui, et puis on va passer là en revue les différentes étapes bien codifiées de cette réadaptation. La première, dès l'hôpital, la deuxième, dans l'idéal, en institut spécialisé, et la troisième, à la maison. Mais une première réflexion, la réadaptation cardiovasculaire bien codifiée est sous-utilisée. Vous dites finalement, rares sont ceux qui peuvent vraiment bénéficier de la réadaptation, et parfois les commentaires de malades à la visite du 3e mois sont un peu partagés. Qu'en pensez-vous ? Oui, ce que j'en pense, c'est qu'en effet, les commentaires sont variés parce que le service rendu est aussi varié. Il dépend d'abord du malade. Certains peuvent bénéficier sans aucun problème de ces services de rééducation. D'autres, beaucoup moins, parce que, par exemple, ils sont trop âgés pour véritablement faire des efforts. Et puis, d'autre part, parce que toutes les maisons qui acceptent ce genre de patients n'ont pas le même niveau, il faut être clair. Certains sont extraordinaires, ce sont comme des hôtels 5 étoiles, et d'autres, eh bien, il y a les étoiles qui diminuent en fonction de leur localisation. Paul Frappé, votre commentaire aussi sur la disparité de l'offre. Oui, effectivement, il y a une vraie disparité. Il n'y a pas une filière unique dans laquelle tout le monde se suit mécaniquement. Les choses varient en fonction à la fois de l'offre de soins disponible et des souhaits du patient et du profil du patient. Est-ce que ça serait souhaitable qu'il y ait justement cette démarche très codifiée ? Parce que je suppose que quand même, vous n'avez pas les mêmes résultats dans les suites de la chirurgie cardiaque qu'il y a 30 ans. Sinon, ça serait dommage. S'il y a un enjeu d'efficacité fort prouvé derrière, très probablement, mais sinon, je pense que personne n'est pour mécaniser la médecine et les filières. Non, mais là, c'est vous qui avez dit le mot mécanique, hein, c'est pour ça que je l'ai repris. Non, j'ai dit simplement, vous allez me dire qu'il n'y a pas d'études, probablement, mais on pourrait quand même se poser la question de dire, il y a 30 ans, on faisait comme ça, on fait ça comme ça maintenant, est-ce que c'est mieux ? Alors, c'est très simple. Il y a déjà des études toutes simples qui sont celles de mortalité-morbidité. Hein. Ouais. Entre la mortalité-morbidité du temps où j'étais interne, où un malade sur deux, grosso modo, risquait sa vie pour une opération de chirurgie cardiaque, et la situation actuelle où, disons, la mortalité est en l'ordre de entre 1 et 3%, c'est vrai que... Non, attendez, là, vous allez tirer la couverture vers vous, dire c'est vous les chirurgiens qui avez réussi à avoir ces chiffres-là. Je parlais sur l'ensemble. Mais alors, sur c'est mortalité à combien de temps ? Alors, on va dire mortalité à une semaine ou mortalité à 3 mois ? Un mois. Mortalité hospitalière, ce qu'on appelle habituellement. Donc, la maison de convalescence est incluse. Ouais. Donc, non, il y a eu des progrès absolument considérables. C'est vrai, de la chirurgie, mais aussi de l'anesthésie-réanimation, mais aussi de la cardiologie, il ne faut pas oublier ça. Les médicaments qu'on a à notre disposition n'ont rien à voir avec ceux qu'on avait il y a 50 ans. Et puis aussi de ce qui entoure, c'est-à-dire la psychologie qui est apportée dans les maisons de convalescence, les rééducations physiques, les traitements médicaux qui sont de plus en plus adaptés à un patient donné. Ça, c'est sûr et certain. Alors, quelles sont les principales indications qui amènent à la réadaptation nécessaire en cardiologie ? Après ou alors, quelles sont les interventions qui ne nécessitent pas ? Parce que vous allez me dire toutes, en fait, non ?
Disons que toutes les opérations de chirurgie cardiaque entraînent évidemment une grande fatigue après l'opération. Donc les malades ont besoin de se reposer. Et l'idée même des maisons de rééducation, c'est de dire on va profiter de ce temps de convalescence pour en même temps apporter au malade quelque chose qui est un plus pour son avenir. Ce plus pour son avenir, c'est quoi? C'est lui apprendre à bouger, c'est lui apprendre à manger, c'est lui apprendre à prendre ses médicaments dans le bon ordre. C'est déjà quelque chose de formidable. Et en plus, si possible, le motiver pour tout cela. Donc, l'ensemble, si on arrive à remplir ces 4 fonctions, on remplit véritablement le but que l'on s'est fixé. Paul Frappé, vous dites, en fin de compte, vous regardez ça se passer en disant, moi, je vais hériter à la fin de ce qui se passe, ou vous vous sentez acteur un petit peu plus tôt, quand même, dans ce... Alors, le médecin généraliste se retrouve bien souvent en aval et découvre le devenir du patient bien souvent au sortir, soit du service de chirurgie quand il ne passe pas en centre de réadaptation, soit ça au sortir existe, ça. Il y en a qui peuvent sortir directement de la chirurgie au domicile. Ça existe. Oui, et ça va dépendre beaucoup de la chirurgie de mon point de vue. C'est comme ça qu'on le ressent. C'est pas le chirurgien qui choisit. Ça. Si la personne veut retourner chez elle, c'est elle qui décide. C'est pas le chirurgien. Le chirurgien conseille aussi quand même. Hein. Il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Si jamais le chirurgien il peut ne pas être d'accord. Ah oui. Le chirurgien dit, monsieur, ça n'est pas possible que vous rentriez chez vous, vous devez absolument rester à l'hôpital, soit dans le service de chirurgie, soit dans un centre de convalescence, mais c'est le chirurgien a son mot à dire quand même. Mais c'est vrai que le malade aussi a son mot à dire, pour tout dire. Et il y a certains qui disent, mais il n'est pas question un instant que je reste plus longtemps à l'hôpital, je veux rentrer chez moi, me reposer un peu et reprendre mon travail. Ça existe ça aussi. Hein, Et concrètement, la réadaptation, elle commence dès la sortie de la réa? Non, elle commence à peu près une semaine après la réa. Il y a une période d'hospitalisation où le malade est vraiment trop fatigué pour envisager une réadaptation à proprement parler. Et au bout d'une semaine, 4 jours, une semaine, eh bien, il va pouvoir commencer très doucement au départ, sous la direction des kinésithérapeutes, sous la direction des cardiologues, à faire une réadaptation. Mais dans le service, vous ne faites pas un peu de kiné ou des choses comme ça? Il y a une kiné, mais respiratoire. Ce qu'on fait, les gens qui viennent d'être opérés, très souvent, ils sont encombrés. Il faut donc qu'ils puissent tousser, cracher. Donc, c'est une réadaptation respiratoire. On ne leur fait pas faire des gestes véritablement de musculation. Autrement dit, il y a déjà un rôle non négligeable de tous ces centres de réadaptation, c'est de compenser l'amyotrophie qui a été obligatoire du fait d'une hospitalisation d'une semaine. Et y a-t-il des kinés spécialisés dans vos services? Ah oui, bien sûr, oui, c'est des kinés spécialisés. En réadaptation cardiovasculaire, en réadaptation respiratoire? Respiratoire essentiellement. Ouais. Essentiellement. Et vous ne leur parlez pas des facteurs de risque à l'hôpital, vous dites ce sera après. Si, on en parle un petit peu, mais on n'en parle pas juste après l'opération, parce que ce n'est pas le moment. On en a parlé avant l'opération, et on va en reparler à la visite qui va suivre toute cette période, qui est souvent au 2e, 3e mois post-opératoire, où on dit, maintenant monsieur, voilà votre traitement, il est fixé, et maintenant voici les facteurs de risque qui vous ont emmené à ce problème, et ces facteurs de risque, il va falloir qu'on les prenne en charge les uns après les autres. Et on va écrire une lettre qu'on va envoyer au médecin généraliste, et le médecin généraliste a la redoutable mission, lui, de faire passer les choses dans la réalité. Alors la deuxième étape, c'est la sortie de l'hôpital, et l'idéal, c'est d'aller dans un centre spécialisé, on l'a dit, pour effectuer une phase de transition qui sera de 4 à 6 semaines, hein, c'est à peu près ça. On a une idée du nombre de malades qui y vont, on dit au niveau de l'Europe, 1 sur 2. C'est ça. C'est à peu près ça en France. Ça. Mais ça compte aussi, donc il reste 50% de malades qui n'y vont pas. Oui. Ceux-là vont ou ne rien faire ou faire de l'ambulatoire. Vont ne rien faire de l'ambulatoire, ou bien vont être refusés par les centres de convalescence. Un certain nombre de malades ne sont pas aptes à aller faire de la réadaptation cardio-respiratoire. Pourquoi? Parce que c'est des inadaptés. Parce qu'ils sont trop vieux. Ah oui. Comme il est trop vieux, on ne peut pas le mettre, on peut pas mettre n'importe qui sur une bicyclette et lui faire de la gymnastique toute la journée. Il faut que ce soit des gens qui ont la mobilité, qui ont la force nécessaire pour être sur une bicyclette. Vous savez, une brave dame qui a plus de 90 ans, vous n'allez pas la mettre sur une bicyclette ergométrique toute la journée pour lui faire de la rééducation respiratoire. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bonjour madame, allez voir votre médecin généraliste, il va vous faire de la bicyclette. Non, on essaye de lui trouver une structure où elle va pouvoir se reposer, une structure de convalescence, mais sans réadaptation.
Et c'est votre rôle d'aider à ce que vos patients trouvent des centres de convalescence, ou ça reste le boulot du service? Là aussi, dans les faits, souvent on se retrouve en aval, et effectivement, on voit bien qu'il y a des patients qui ont besoin d'un SAS, même en dehors de la réadaptation physique, d'un SAS de décompression pour encaisser le contre-coup, commencer à peut-être retrouver leur milieu progressivement dans un environnement qui est sécurisé et qui va pouvoir fixer des nouvelles normes. J'aime bien votre image de SAS. Qu'est-ce qui se passe dans ce SAS, dans ce centre de rééducation spécialisé? Ça me semblait important pour vous d'aller voir ce qui s'y passe. Alors nous avons choisi le centre de Bois-Gibert, près de Tours, qui est une référence. Un reportage de Diane Cacciarella. Le centre de réadaptation cardiovasculaire de Bois-Gibert est un service de soins de suite et réadaptation qui prend en charge des patients dans les suites d'un problème cardiaque, que ce soit un infarctus ou une chirurgie par pontage ou un changement de valve, donc de façon plus ou moins précoce. Et l'idée est à la fois une partie de convalescence, de remise en forme, mais surtout un réentraînement à l'effort. Une adaptation thérapeutique si besoin et la correction de facteurs de risque cardiovasculaire par le biais d'éducation thérapeutique. La prise en charge en réadaptation cardiovasculaire, elle est pluridisciplinaire, avec bien sûr des médecins qui vont coordonner la prise en charge, des infirmières formées à l'éducation thérapeutique, des psychologues, des diététiciennes, des kinésithérapeutes, professeurs d'activité physique adaptée. On conseille parfois aux patients de poursuivre ces consultations. Les professionnels de santé paramédicaux qui suivront les patients à domicile, leur rôle principal, c'est de renforcer et de continuer à motiver le patient dans les efforts qu'il a commencés dans notre centre. Les conseils qu'on pourrait donner à un kinésithérapeute, c'est souvent la prise en charge individualisée et personnalisée. C'est-à-dire de tenir compte des capacités de l'individu sur le plan cardiaque et donc de bien connaître les tableaux cliniques. Et souvent, quand on ne pense pas à ce tableau clinique, on pousse le patient, entre guillemets, dans ses retranchements, un petit peu trop durement, et il peut y avoir des pépins. Donc il faut savoir doser l'effort. Et pour cela, il faut être un bon clinicien pour s'adapter séance en séance aux critères locomoteurs cardiovasculaires de l'individu. Certaines personnes ont des problèmes de motivation et d'engagement. Et là, ça mérite que certains puissent, dans les premiers mois, avoir quelqu'un qui pousse un petit peu, qui aiguillonne ce côté de non-motivation. Et puis à un certain moment, il faut arriver quand même à se libérer d'un coaching personnalisé. Après, on va également pouvoir orienter les patients vers des diététiciens, des diététiciennes qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, donc les patients y vont peu spontanément. Mais là aussi, il faut adapter le discours en fonction des patients, le régime alimentaire qui doit rester un régime plutôt finalement équilibré, sans réel interdit, pour qu'il s'inscrive également dans la durée. S'il y a trop de privation, le patient va finalement arrêter de manger correctement. Or, c'est vraiment un changement d'habitude alimentaire plus qu'un régime qu'on prescrit aux patients. Pour les tabacologues qui peuvent être des paramédicaux, il faut vraiment essayer d'accompagner le patient vers un sevrage complet et pas simplement une diminution de la consommation de tabac, parce qu'on sait que le patient risque de reprendre à n'importe quelle occasion une consommation plus importante. Ne pas hésiter à céder de substituts nicotiniques. Et puis le dernier paramédical qui va souvent intervenir, c'est le psychologue. Donc là, sur des thérapies un petit peu particulières de relaxation, de méditation, de méditation en pleine conscience, des exercices de respiration, de la sophrologie. Voilà, donc tout ça c'est très important pour tous les patients cardiaques. Alors là, on est complètement dans le jeudi des professions de santé. On a presque cité toutes les professions de santé. Bon, on comprend qu'un tel centre donne de bons résultats. Mais pour vous, Jean-Noël, alors vous n'allez peut-être pas aimer mon expression, mais on est un peu chez les bisounours, c'est-à-dire un peu loin de la vraie vie. On est devant l'idéal de ce que l'on peut proposer dans ce domaine. Alors attention,
Bien sûr, Bois-Guilbert est très connu, mais d'autres centres sont aussi connus avec des résultats tout à fait intéressants aussi en France, où on a quand même une structure de maisons de réadaptation tout à fait remarquable. Enfin, c'est quand même une grande vingtaine de centres maxi, ce que vous avez Oui, en c'est tête. ça. Ouais. C'est pas une perte de chance de ne pas aller dans un centre comme celui-là? Alors, sans doute, quand on compare les choses. Mais il faut bien voir qu'on n'a pas toujours suffisamment de place pour envoyer tous les malades qui passent en chirurgie cardiaque dans un centre. Parfois, on nous dit il n'y a pas de place. Donc, il faut trouver un centre qui, parfois, n'est pas tout à fait aussi bon que celui de Bois-Guilbert. Finalement, c'est une question d'argent. Pour les mêmes questions de perte de chance, il y a eu le plan cancer. Il faudrait un plan réhabilitation cardio. Il faudrait qu'on ait plus de centres, oui, et plus de places, vraisemblablement. C'est toujours pareil, hein. Si on avait tout l'argent qu'on voulait, on pourrait faire des choses formidables. Alors, quelle est la place de l'ambulatoire dans ces prises en charge? Vous y êtes favorable? Et là aussi, faudrait-il pas insister d'un point de vue financier pour favoriser l'ambulatoire? Alors, soyons clairs, l'ambulatoire va correspondre à une psychologie de malade tout à fait particulière. Certains malades ont besoin d'être hospitalisés 3 semaines, 4 semaines, parce qu'ils ont besoin, ce que vous disiez tout à l'heure, de sécurité. Et ça, c'est très important. Ils sont en sécurité, ils se sentent bien, ils se sentent coucounés dans une maison comme ça. D'autres, pas du tout. Eux, ils n'ont qu'une idée, c'est retourner à une vie active. Donc, ce qu'on leur propose dans les programmes ambulatoires actuellement, c'est 1 semaine d'hospitalisation classique, puis ensuite une prise en charge sur 3-4 semaines en ambulatoire où ils viennent, souvent par un taxi qui est pris en charge par la sécurité sociale, faire leur séance de rééducation et en même temps les examens que les cardiologues jugent utiles pour eux. C'est juste, c'est l'aspect hôtellerie qui n'est pas pris en compte, mais on dit souvent que tous ces patients-là ont des problèmes de stress, on n'arrive pas à une maladie cardiaque en étant... je veux dire, zen, et là, ils vont retrouver la trépidation de la vraie vie. Il y a maladie cardiaque et maladie cardiaque. Que le malade coronarien ait du stress, tout le monde le sait, mais un valvulaire, il n'est pas stressé. Il n'a pas raison d'être stressé. Parfois, il a cette pathologie valvulaire qu'il a attrapée à cause d'un microbe lorsqu'il était enfant. Mais il n'est pas obligatoirement particulièrement stressé par sa maladie cardiaque. Certes, l'opération est toujours à un moment très particulier dans sa vie, et on le comprend facilement, mais après tout, c'est comme toutes les opérations, ça, à ce moment-là. Il n'y a pas un terrain particulier. Les gens de ce centre ont beaucoup insisté sur les comorbidités. Est-ce que d'aller dans ces centres, ça vous donne un sérieux coup de main, vous les généralistes, pour appréhender ces comorbidités, ou vous récupérez un de vos patients dont vous savez très bien ce qu'il a? J'aurais envie de dire que ça met la sous-couche pour prendre en charge les comorbidités, et c'est vraiment important. Je pense que plus on est de professionnels de santé dans des contextes différents, avec des expertises différentes et qui ont le même discours autour du patient et sur l'importance de ses comorbidités et de ses facteurs de risque, plus ça va motiver le patient, lui faire prendre conscience et accepter, c'est difficile à accepter de changer ses habitudes de vie, de modifier tout ça, et donc plus on a de chances de permettre de modifier ses habitudes de vie et d'avancer de ce point de vue-là. Alors Paul Frazé, si ce malade ne va pas en centre et qu'il arrive directement en ville, c'est vous qui êtes en première ligne, est-ce que vous avez vraiment les moyens d'organiser une rééducation correcte, une réadaptation correcte à la maison avec les autres professionnels de santé? Là, c'est l'infirmière libérale ou l'infirmier libéral, c'est le kiné, c'est le pharmacien. Comment concrètement ça se passe? Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Alors, toute la gamme est possible, ça va dépendre à la fois donc de l'offre de soins disponible sur le territoire, ça va être assez varié, et puis aussi des besoins du patient. Certains patients seront plus autonomes du point de vue de leurs exercices physiques et auront plus un besoin du point de vue psychologue ou inversement. Donc tout est à prendre en compte. Après, on a peut-être un sentiment effectivement que le passage par quelque chose d'hyper spécialisé peut être manquant pour certains patients, mais ça va être pour certains patients, et c'est peut-être là qu'il faudra déployer plus d'efforts pour essayer de trouver une ressource plus spécialisée, plus sécurisante, qui permettra plus finement de tracer le cadre, les repères pour le patient. Et voilà, mais ça ne va pas s'appliquer sans doute à tous les patients. Parlons concrètement, l'évolution de la prise en charge du traitement anticoagulant, qui est un élément clé dans les prises en charge thérapeutiques. Vous êtes à l'aise pour le gérer en ville quand les gens ne passent pas par ces centres? Alors,
C'est un grand enjeu. Effectivement, on sait qu'en plus, l'observance aux anticoagulants, on est sur moins de 50%, car après tous les traitements chroniques, c'est un traitement qui est très important et qui est, je pense, le généraliste tilt spontanément sur ce type de traitement. C'est un travail de longue haleine et il faut y revenir régulièrement. Effectivement, là aussi, si on est plusieurs à avoir le même discours, et s'il n'y a pas eu de passage par centre de réadaptation, ça peut être l'infirmière, le pharmacien, qui vont essayer de, là aussi, renforcer cette éducation thérapeutique autour du patient sur l'importance de ces traitements. En plus, il faut voir que même quand ils passent par un centre de réadaptation, les cachets peuvent changer de forme, de taille, quand ils retrouvent leur pharmacien. Donc, quoi qu'il arrive, cet enjeu-là est en ville, quel que soit le passage initial du patient. Je trouve qu'il y a un professionnel de santé dont on n'a pas assez parlé, parce que tous les malades ne passent pas directement du service de Jonel Fabiani à votre maison médicale à Saint-Étienne. Il y a aussi les cardiologues libéraux. Ils ont un rôle à jouer on n'en a pas parlé des cardiologues libéraux, mais ils sont un des éléments importants aussi probablement de la stratégie post-opératoire. Fondamental. Surtout en ce qui concerne le traitement, et particulièrement le traitement anticoagulant, qui est véritablement l'enjeu numéro 1. C'est là où peuvent se passer les gros problèmes en menant ce traitement anticoagulant. Il faut passer très souvent des hépariniques à des anticoagulants antivitamine K, voire à d'autres, et ça c'est difficile à faire. Et potentiellement c'est source de gros soucis. Donc véritablement le cardiologue a un rôle fondamental, nous sommes tous d'accord là-dessus. Il a également un rôle fondamental dans l'administration, alors pas tellement des statines et des bêta-bloquants, parce que ça c'est assez simple, mais aussi dans la façon de prendre en charge le diabète, qui a été très souvent déséquilibré par l'opération, et qu'il va falloir rééquilibrer en s'aidant bien sûr du diabétologue. Je sais que oui, que les cardiologues aiment bien voler le diabète aux diabétologues, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des diabétologues dans notre pays. Vous faites une césure entre les phases 2 et 3, c'est-à-dire la phase de la maison médicale et le passage à la vraie vie. Faut que ça soit quelque chose que le patient le sente, ou ça se fait comme ça progressivement? Le patient, il le sent obligatoirement par la force des choses, puisqu'il retourne chez lui. Oui, mais je parlais pour ceux qui sont déjà chez eux, qui n'ont pas bénéficié du centre, qu'on fait de l'ambulatoire. Il y a un moment, on leur dit, bon, voilà, vous rentrez dans la 3e phase de votre convalescence. Mais là, il faut reconnaître que la psychologie du malade est très importante. Certains malades vont quitter la maison de convalescence avec beaucoup d'inquiétudes, et d'ailleurs vont reprendre des rendez-vous pour reprendre en ambulatoire et garder un contact avec la maison de convalescence. Ça arrive assez souvent. Et puis d'autres, ça ne leur pose strictement aucun problème. Ils sont très contents de retrouver la vraie vie. Ils se sentent libérés, à la limite, du monde hospitalier. Ils en sont très contents. Et surtout, à la limite, ils ne veulent presque plus entendre parler. On parle un peu argent. Un centre comme celui-là est totalement pris en charge, Bois-Gilbert? Oui. Ouais. Oui, donc il y a aussi une injustice. Il y a probablement une perte de chance médicale, mais une injustice financière aussi, puisqu'on sait que forcément, tout n'est pas forcément pris en charge en dehors de ces centres. Oui, c'est une difficulté. C'est l'activité physique adaptée ou la psychologie qui n'est pas pris en charge. Et parfois, les centres vont pouvoir être sollicités juste pour un de ces services-là, spécifiquement. Est-ce que le concept de maison médicale pluridisciplinaire arrange les choses? Est-ce que vous sentez un plus avec ce type d'organisation par rapport à la médecine libérale un peu plus isolée? Oui, clairement, d'avoir des professionnels qui se connaissent, qui a un réseau un petit peu plus structuré. Parfois, on a aussi des maisons médicales ou aussi des maisons de santé, des équipes de soins primaires qui investissent aussi dans un équipement. On voit des maisons de santé qui commencent à avoir des salles d'exercice physique adapté, pardon. Voilà, tout ça y participe à se coordonner. Et ça, c'est Alors on arrive à la maison, j'allais dire les problèmes commencent, non, mais disons que le malade se retrouve seul avec son médecin généraliste. Docteur Frappé, vous faites une visite, alors je sais que vous n'aimez pas le mot d'ensemblier, mais d'organisation tout de suite dès que le patient arrive pour lui expliquer ce qui va se passer. Oui, la première visite est très importante et clairement, le patient en a conscience, le médecin traitant en a conscience que le premier contact au retour, soit du centre, soit de la chirurgie, nécessite de prendre le temps de tout poser, et on va essayer un peu de faire le tour d'horizon de tous les enjeux qui se présentent aux patients, que ce soit des enjeux de santé avec cette comorbidité, des enjeux vis-à-vis du travail, vis-à-vis des autres activités, de loisirs. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que
dans l'enjeu de modifier les habitudes de vie, c'est vraiment important d'avoir un continuum avec le centre de réadaptation, parce que il peut avoir le patient retrouver des habitudes de vie saines, une alimentation équilibrée dans les normes, du moins une activité physique, mais il est encore dans un environnement qui est extrait de son environnement habituel, et quand il va retourner dans son environnement habituel de vie de tous les jours, il y a un grand vide qui se crée sur tous ces loisirs, on va dire ces rituels alimentaires, de travail, de loisirs, d'activités physiques, et il va falloir reconstruire ces nouvelles habitudes, comme pour les patients qui font un sevrage, reconstruire ces nouvelles habitudes avec lui. Ça prend du temps et il faut pas l'omettre. Il y a une bonne écoute de votre expérience de ces malades-là sur cette première consultation ils sont motivés, vous avez besoin... oui, c'est la chance peut-être si on peut parler de chance, de ce type de pathologie qui fait que clairement, on sent que le patient est spontanément concerné et peut-être plus enclin à modifier ses habitudes de vie. Bon, alors là, on va atteindre vos limites de temps. Hein. Vous me dites que généralement ça passe, mais vous allez avoir à surveiller le malade, l'éduquer son comportement vis-à-vis du tabac, de l'alimentation et du stress. Je crois que là, c'est le moment de vous faire aider par les autres professions de santé. Et donc, la question qu'on se pose tous, c'est quelle est la place de l'infirmière libérale en appui pour ce type de malade? Il rentre de service de Jean-Noël Fabiani, vous faites l'ensemblier, et Non. Vous faites le coordonnateur, l'organisateur. Quelles sont vos relations avec les infirmières libérales et comment vous organisez le travail? Alors, l'infirmière libérale fait partie vraiment des professionnels de santé proches du patient, peut-être les plus proches au quotidien du patient. Elles ont un rôle vraiment primordial et à la fois dans le suivi, l'éducation thérapeutique aussi du patient, dans le renforcement des messages, et puis aussi dans la surveillance et peut-être dans le rôle d'alarme, des fois simplement sans savoir exactement ce qui cloche, mais il y a quelque chose qui ne va pas et vont pouvoir à la fois avertir soit le patient, soit son médecin traitant de dire là, il faut peut-être faire un point, et c'est extrêmement important. Jean-Noël ? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que même à distance, les grandes complications de la chirurgie en général, cardiaque en particulier, mais en général, peuvent s'exprimer. Quelles sont les deux grandes complications de la chirurgie? Toujours pareil, hein, c'est l'infection et l'hémorragie. L'infection, ça s'appelle une médiastinite, et donc il faut regarder la cicatrice, et ça, l'infirmière va avoir un rôle fondamental. Et puis, l'autre cause qui est l'hémorragie. L'hémorragie en chirurgie cardiaque, ça fait une tamponnade avec les risques que ça peut entraîner et qui sont très graves et qui imposent un drainage en urgence. Et donc, il va falloir quand même avoir toujours à l'esprit que ça peut survenir, et ça plusieurs semaines après l'opération. Et donc, la surveillance doit être absolument rigoureuse sur ces plans-là. Alors, il y en a beaucoup qui nous... Pardon. Le patient sort avec une liste de signes qui doivent l'alerter. On retrouve la fièvre, la dyspnée, etc. Mais il peut être parfois un peu démuni par rapport à ces signes parce que vous êtes essoufflé un peu, beaucoup. Et l'expérience et le regard externe professionnel de l'infirmière là-dessus va vraiment être précieux. Il y en a beaucoup qui nous regardent, d'infirmiers et d'infirmières. Quels conseils vous leur donnez aujourd'hui, face caméra, pour pouvoir suivre au mieux ces patients et alerter au mieux les médecins qui les traitent? On a vu pour les deux complications, mais en règle générale, c'est des patients qui doivent être surveillés plus que les autres? Ah oui, quand même. Ce sont des malades qui peuvent faire, quand ils font des complications, qui peuvent être des complications graves. Donc, ces complications graves, il faut les dépister, les rechercher, évidemment. Il y a bien entendu, on vient de le dire, la cicatrice à regarder, vérifier également la numération formule sanguine. C'est bête comme chou, mais c'est quand même un rôle. C'est pas le boulot de l'infirmière, ça. Non, bon, enfin quoi, elle peut regarder quand même une numération avec le médecin généraliste. Il faut surveiller également les signes inflammatoires, parce que très souvent, ce sont des malades qui restent pendant très longtemps avec des signes inflammatoires qui vont intervenir sur la coagulation d'ailleurs de façon non négligeable. C'est aussi des malades qui peuvent avoir des douleurs
très bizarres, des douleurs du foie par exemple. Et les douleurs du foie peuvent très bien exprimer une tamponnade. Cela dit, ces conseils-là vont très bien aussi aux médecins généralistes. Absolument. Puisque simplement, c'est parce que l'infirmière va plus souvent. Généralement. Et puis qu'elle peut alerter aussi le médecin généraliste pour lui dire venez voir, j'ai des inquiétudes pour monsieur machin. On n'a pas besoin d'avoir des infirmières spécialisées, là. Non. Et la température, elle peut jouer un rôle central aussi. Ah oui, très important. Pour la médecine, absolument surveiller la température. Quelqu'un qui a une température élevée en plateau au bout d'un certain temps, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Alors, les signes inflammatoires doivent être pris en considération. La classique VS ou CRP, tout ce que vous voulez, mais enfin, les signes inflammatoires ont du sens après une opération comme ça. Mais n'oubliez pas ce fameux syndrome qui se voit 3 semaines après la chirurgie cardiaque, qu'on appelle le syndrome de Dressler, qui se traduit par une douleur à l'épaule gauche et qui est un signe en fait de péricardite aiguë. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en cause et qui vont être vues parfois par le médecin généraliste parce que le malade est déjà rentré à domicile. Oui, j'aurais tendance à dire que plus que des conseils à l'infirmière, c'est s'assurer en tant que médecin que l'infirmière est bien informée à la fois des traitements, de dire attention, il y a bien des anticoagulants, les enjeux, de surveiller l'hémorragie, et je pense qu'après, ils savent parfaitement faire leur travail. Puis aussi s'assurer, par exemple, d'être contactable, parce que quand elle repère quelque chose, si on part 1 semaine, 2 semaines après, et qu'on ne s'est pas assuré que doit-elle faire, parfois elle peut être bien démunie, et c'est plus de cet ordre-là qu'est notre travail. Vous n'avez pas répondu quand je vous dis c'est votre boulot de former l'infirmière, de l'informer. De l'informer, oui. Ouais, de l'informer. Ok. Alors après, il y a le coach. Alors ça fait beaucoup rire mes confrères généralistes de la région de Chinon, qui appellent ça plutôt un kiné, eux, mais bon, c'est indispensable d'avoir un kiné qui rentre dans la boucle. Non, mais à tous les niveaux, là, jusqu'à le retour au boulot. Le kiné. Il fait quoi, le kiné, lui ? Je crois que le kiné, son rôle... Vous parlez de bicyclette, de natation, de trucs comme ça, mais... Bon, alors ça, c'est dans les centres très, très, très bien équipés, faut pas exagérer. Tous les centres n'ont pas une piscine. Tous les centres ne sont pas équipés d'appareils extraordinaires pour faire du cardio-training, comme on dit en bon français. Donc, non, mais il faut grosso modo que les gens bougent. Ouais. Donc, le kinésithérapeute peut être vraiment la personne qui va prendre en charge un patient. Mais il peut, mais est-ce qu'il l'est dans la vraie vie ? Il devrait l'être, en tout cas. Chez vous, Paul ? Ah oui, je pense que le kiné, quand il reçoit un patient qui connaît l'indication... Oui, mais qui c'est qui prescrit les séances de kiné ? C'est vous ? Alors, moi, je les reçois... bonne question. Moi, quand j'ai un malade que je revois en consultation après une opération qui n'a pas d'exercice, je prescris des séances de kinésithérapie. Donc, mais quand je répétais, ça devrait être le médecin généraliste qui prescrive ce... Non, je prenais le temps de réfléchir, parce que de mon expérience personnelle, pour ces patients-là, alors on n'en a pas tous les 4 matins, mais je n'ai pas eu à faire ces ordonnances de kiné, souvent... D'accord. La reprise de l'activité physique, c'est essentiel, Jean-Noël, mais avec une épée de Damoclès ou pas, qui est la mort subite ou... N'exagérons pas quand même. Le risque de mort subite, il existe comme toujours, mais il est quand même très très faible. Et si on sait doser les efforts, comme on en parlait dans l'émission, je crois qu'on n'a pas de risque qu'il y ait vraiment une mort subite. Il ne s'agit pas de faire des efforts inconsidérés à quelqu'un qui vient d'avoir une opération, c'est évident, mais de lui faire reprendre une activité physique, c'est indiscutable. La tendinite est plus fréquente que la mort subite. Oui. Et vous savez, il y a un sport qui est tout à fait remarquable, qui marche très très bien, ça s'appelle la marche. Oui, je n'appelle pas ça un sport, moi j'appelle ça une activité physique, parce qu'on a un problème d'expression aujourd'hui entre médecins, c'est que je vois sortir le gouvernement sport et santé, et qu'en fin de compte, c'est exercice physique et santé, on est d'accord. On est d'accord, parce que le sport suppose une compétition. Ouais. Alors, surtout, il ne faut pas de compétition, justement. Aller aux champignons. Aller aux champignons, oui. Alors, ça, vous risquez acheter un chien. Acheter une hépatite mortelle. Sur les comorbidités, les médecins généralistes ont quel rôle ? Surveiller le diabète, surveiller la nutrition. Est-ce que vous avez un rôle prépondérant ? On peut le supposer, mais est-ce que vous avez surtout les correspondants qui le permettent ? Les nutritionnistes, etc., etc.
Oui, sur les correspondants, on en a encore. Il existe donc encore d'autres professions qui peuvent être un recours. Là aussi, je pense qu'il ne s'agit pas de cocher toutes les cases et de dire ah, c'est bon, alors on a l'infirmière, le kiné, le nutritionniste, le psychologue. Ça va dépendre un peu du patient, de ses besoins, des comorbidités, de hiérarchiser. Il y a des choses pour qui il y a diabète et diabète. Voilà, donc, et puis il y a les événements de vie qui sont au milieu. Parfois, il y a des priorités, il y a un décès au milieu, il y a des choses où et pour les patients qui sont un peu lourds, parce que quand vous avez une chirurgie cardiaque, généralement, prédisposé à être un patient lourd, même si ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a des réunions ou des consultations pluridisciplinaires, comme ça existe pour le cancer, par exemple? Est-ce que c'est des choses qui existent en cardio pour les patients lourds? Honnêtement, non. Honnêtement, non. C'est une discussion entre le cardiologue et le chirurgien. Et l'anesthésiste aussi, qui a un rôle dans l'indication opératoire. Mais il n'y a pas de RCP comme on fait pour la chirurgie du cancer. Alors, en revanche, ce qui est très important, puisque vous l'évoquiez, c'est de prendre le temps de dire au malade ce qu'il a le droit de manger et de ne pas manger. Mais il faut rentrer dans les détails. Il faut rentrer dans les détails, là. Il faut lui dire, voilà, c'est de l'huile d'olive qu'il faut prendre. Il faut pas manger du jaune d'œuf tous les jours. Mais par exemple, sur les comorbidités, on sait très bien qu'arrêter le tabac, c'est compliqué. On sait très bien que modifier un régime alimentaire, c'est compliqué. On sait très bien que reprendre de l'activité physique quand on n'a pas l'habitude, c'est compliqué. Difficile. Est-ce que là, il n'y aurait pas matière à avoir endocrinologue sur le diabète, nutritionniste, spécialiste de médecin de réadaptation, puisqu'on n'en parle pas, le cardiologue? Mais là, on est dans les vœux pieux. Vous Ça retournez chez n'existe les pas. bisounours. Oui, C'est possible, mais le plan de cancer a mis en place des pluridisciplinaires, voilà, des consultations pluridisciplinaires. Oui. Ouais. Bon, on va arriver au moment de la conclusion. On n'aura pas parlé de deux professions dont je voulais absolument parler. Bon, d'abord les psychologues, mais on a vu que sortir du SAS, c'est aussi important. Et on n'a pas parlé des pharmaciens. Les pharmaciens, ils sont dans la vraie vie. Et ces malades-là, ils les voient souvent, ne serait-ce que pour aller acheter des médicaments. Oui. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil aux pharmaciens? D'éviter chez les personnes âgées de leur donner des médicaments dont ils ne connaissent pas le nom, parce que ce sont des génériques. Rien n'est plus perturbant pour une personne âgée qui a l'habitude de prendre de bisoprolol, de lui donner un médicament qui ne s'appelle pas bisoprolol. Sauf que maintenant, c'est interdit. Vous avez vu que là, c'est passé... c'est impossible. Mais il faut que le médecin... Non, ça marche plus. Oui, je sais, mais enfin bon... Ça marche plus. Oui, mais bon, donc déjà, il aura droit à son générique comme tout le monde. Mais bon, alors, le pharmacien peut aussi avoir un rôle explicatif. C'est-à-dire, le médicament que je vous donne s'appelait autrefois. C'est ça qu'il faut que maintenant il doit faire. Oui, mais comme à chaque prise de nouveaux médicaments, il risque d'avoir une nouvelle spécialité... Ça devient très compliqué. Il y a des gens qui sont complètement perdus, des personnes âgées qui croient que... Alors en plus, on leur demande ensuite, vous avez mal quelque part? Ah oui, mais ça c'est ce médicament-là qui me fait ça. Il n'en sait strictement rien, ce pauvre malade. Et il l'arrête très spontanément. Et faire adhérer le malade à son traitement, et Dieu sait si c'est important quand même, chez des cardiaques qui ont eu une chirurgie cardiaque, c'est très 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 difficile. Et là, c'est le travail du médecin généraliste. Et Dieu sait s'il a de grandes difficultés pour faire adhérer le malade à son traitement. C'est vrai qu'il y a une étape à pas rater juste au moment du retour à domicile, parce que on a régulièrement des changements de traitement, enfin de forme, de taille des cachets à ce moment-là. Après, il y a un enjeu à conserver le même. Une fois que le patient a trouvé le générique fait par le pharmacien sur le produit qui a été prescrit, là, de conserver le même. Et tous les enjeux qui vont autour de l'éducation thérapeutique avec ces médicaments qui sont importants, les anticoagulants, les interactions potentielles avec des médicaments tous les jours, de la phytothérapie, etc. Le maître de Jean-Noël qui m'a formé disait toujours devant un malade qui disait: vous avez un infarctus, vous avez de la chance, vous allez vivre beaucoup plus longtemps et plus vieux parce que maintenant on vous surveille. C'est toujours vrai cette affirmation? C'est un peu vrai quand même, c'est sûr que par rapport aux patients laissés dans la nature et qui ne se surveillent jamais, là en l'occurrence il va être surveillé, c'est vrai. Allez, on conclut. On va commencer par vous, Jean-Noël. Un mot à dire à toutes ces professions de santé qui nous écoutent. Que l'opération de chirurgie cardiaque est un enjeu fort parce que dans la vie du malade, c'est un événement très très important et que c'est le moment ou jamais de le prendre en charge de façon sérieuse et pour tout dire, pour éviter la récidive de sa maladie.
On voit très bien à travers nos échanges que c'est un travail conjoint des médecins, des professions de santé, des politiques, aussi de l'assureur maladie obligatoire, l'assureur maladie complémentaire, que c'est le tout qui fera avancer un peu le schmilblick, comme disait Coluche, pour une meilleure prise en charge des patients. Il y a le schmibilibili. Paul, deux conclusions. La première, c'est un petit mot sur les professions de santé, mais je suppose que vous allez me dire que vous marchez la main dans la main. Pour ce type de patient et d'étape de vie du patient, c'est vraiment un endroit où la coordination, la pluriprofessionnalité prend toute sa dimension et les enjeux là-dessus sont vraiment importants, on le voit, et d'information, et on n'est pas là à dire qui dirige, qui est le patron, mais plus mettons-nous d'accord. C'est vous le patron, et les infirmières... C'est le patient le patron, je pense. Vous avez raison, les infirmières vous reprochent un peu la même chose que vous reprochez aux hôpitaux universitaires, c'est de ne pas leur donner des informations suffisantes. Vous prenez on a des efforts à faire là-dessus, sans doute. Alors c'est quoi président du collège de la médecine générale? Ça va la dernière question, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais vous venez d'être nommé président du collège de la médecine générale. Oui, c'est une structure un peu obscure qui est faite pour rassembler et qui des fois peut paraître un peu lointaine. Alors c'est simplement la fédération de l'ensemble des structures qui font la médecine générale en France aujourd'hui. C'est très varié, aussi bien les syndicats, les associations, les sociétés scientifiques, les associations, les structures universitaires. Tout ce monde est fédéré au sein d'une interface commune qui ne les efface pas, ça ne les dilue pas, mais ces structures adhèrent. Ça permet de proposer aux institutions et aux différents interlocuteurs, aux représentants des autres professions de santé, d'avoir une interface unique vers laquelle s'adresser pour toucher toute la diversité de la discipline. On a les médecins de montagne, on a vraiment... faut voir que les exercices sont très variés en France. Et puis, de la même manière, pour la médecine générale, ça nous permet d'avoir une interface vers l'ensemble de la gamme des interlocuteurs, que ce soit des institutions, des représentants des professions de santé, des associations de patients, etc. Chers confrères, en tout cas, qui nous regardez, vous avez un président qui s'exprime bien. Faut prendre sa carte ? Alors, c'est les associations qui adhèrent, donc il faut adhérer à l'association. Le médecin généraliste qui nous regarde, il ne peut pas dire « Tiens, il m'a convaincu, Paul Frappé ». Mais peut-être même qu'il adhère à une association qui est membre du collège de médecine générale. Il ne peut pas vous mettre un petit mot en disant « J'aimerais adhérer au collège de médecine générale ». Il peut nous mettre une petite carte postale pour dire qu'il nous aime bien, ça fera toujours plaisir, mais il ne pourra pas adhérer individuellement. Merci, cette émission est terminée. Merci à tous ceux qui nous regardent. Je sais que vous êtes nombreux. Si vous voulez revoir cette émission et toutes celles que l'on produit, il y a notre chaîne YouTube sur Fréquence Médicale. Vous verrez que les audiences sont étonnantes. Allez, en attendant notre prochain rendez-vous la semaine prochaine, portez-vous bien.